Alors, Yves Cochet, j'aimerais que vous puissiez me retracer un peu votre itinéraire d'écologiste, parce que vous êtes un jeune écologiste par rapport à René Dumont. Ah oui, oui, moi j'ai commencé, disons, après 68, hein, où j'étais étudiant. D'autres se sont tout de suite mis sur la politique dans certains groupes qu'on a connus dans les années 70. Moi j'ai commencé simplement parce qu'en Bretagne il y avait un double problème, celui des centrales nucléaires, ce qu'on appelle la centrale nucléaire baladeuse, où EDF, dès le début des années 70, essayait d'implanter une nouvelle centrale nucléaire en Bretagne. Alors ça a été d'abord Erdevenne dans le Morbihan, Portsmouth dans le Finistère, ensuite Plogoff, et jamais ils n'ont réussi. Donc là, ça a été un de mes premiers militantismes de terrain. Et puis aussi parce qu'en Bretagne, il y avait des problèmes d'agriculture qui justement intéressent aussi notre ami René Dumont, c'est-à-dire que c'était sans doute en Bretagne qu'on voyait le plus, dès les années 70, les dégâts de la politique agricole commune productiviste, c'est-à-dire avec les porcheries industrielles, les nitrates, donc les engrais massifs pour augmenter les rendements agricoles, et donc déjà les premiers symptômes d'une pollution des eaux, par exemple, dont on s'aperçoit maintenant qu'elle est très grave. Donc c'est ces deux phénomènes qui ont fait que je suis devenu écolo, disons, au début des années 70. Et j'ai rencontré en fait pour la première fois René Dumont en 74, en fait, au moment de sa campagne pour les présidentielles. Pas très longtemps parce que moi je ne suis pas parisien, je suis breton, donc, mais j'ai été à 2 ou 3 réunions, disons, du début de la campagne. Et alors localement à Rennes, on avait fait campagne pour lui. Et ça a été ma première fois, disons. Et c'est là que ça a coïncidé avec une prise de conscience, alors pas simplement bretonne des problèmes écologiques comme donc les centrales nucléaires ou la pollution agricole, mais on peut dire mondiale, hein, puisque René Dumont avait cette vertu de planétariser instantanément des problèmes qui même pourtant sont issus d'expériences de terrain, puisque c'est un homme de terrain. Voilà un petit peu une expérience personnelle en ce qui concerne le déclenchement, disons, de ma sensibilité écolo, et puis une rencontre avec Dumont en 1974 pour, disons, la mondialisation de cette conscience écolo. Alors, puisque vous l'avez rencontré à l'occasion de la campagne électorale, on va parler de cette fameuse campagne. C'était donc votre première rencontre à Rennes avec René Dumont? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que moi, donc, j'étais universitaire à Rennes et en dehors donc, de cette profession de mathématicien, informaticien, on avait fait venir Dumont pour la campagne présidentielle parce que, donc, avec ces problèmes bretons, il nous semblait que l'occasion d'une campagne, alors électorale, donc beaucoup plus politique, pouvait être la possibilité d'élargir donc les problèmes écolos, pas simplement à la Bretagne, mais là c'est une campagne présidentielle donc française, et tout de suite on avait senti que c'était avec Dumont qu'on pouvait le faire. Et du coup je l'ai rencontré, on a discuté, je suis ensuite venu 2 ou 3 fois à Paris avec son comité de soutien là, sur la péniche. Et bon, moi j'étais un jeune militant à l'époque, j'étais jeune si vous voulez, pas maintenant, mais écolo. Et bon, moi ce qui m'a frappé le plus, c'est non seulement ses convictions, mais encore une fois l'aspect de grande lucidité planétaire quoi, des problèmes qu'il évoquait. Contrairement à la plupart, et même à la quasi-totalité des autres concurrents et candidats au présidentiel de 1974, qui avaient une pensée essentiellement hexagonale, voire même un peu franchouillarde, quoi. Lui se plaçait à un niveau universel et planétaire, ce qui était très rare à l'époque. Maintenant, on a plus de raisonnements planétaires, y compris de nos hommes d'État classiques, mais à l'époque, c'était le premier. Comment il est apparu aux militants bretons, René Dumont, le personnage de René Dumont, et puis les idées nouvelles qu'il apportait à l'occasion de cette campagne? Oui, alors d'abord, il avait une aura, évidemment, finalement d'universitaire lui-même, il était prof à l'agro. Et donc, il y avait quelque chose de savant, de scientifique. Enfin, il mélangeait, dans son intrusion dans la vie politique, il mélangeait le scientifique et le militant politique. Et ça, c'était aussi la première fois qu'on voyait ça en France. D'ordinaire, il y avait les hommes politiques, la classe politique d'un côté, et puis les scientifiques de l'autre qui ne disaient pas grand-chose. Lui avait déjà ce mélange. Donc, c'était intéressant pour nous parce que dans la plupart des militants verts et écolos, il y a beaucoup plus de scientifiques, je parle des sciences dures, enfin biologie, physique, chimie, mathématiques, etc., qu'il y en a dans les autres partis, hein. Et donc ça nous intéressait comme configuration personnalisée. Bon, la deuxième chose, c'est que, encore une fois, comme je l'ai dit, il parlait des problèmes planétaires et pas simplement des problèmes français. Et enfin, d'une certaine manière, c'est lui aussi qui a un peu rendu politique les problèmes écologiques. Bon, à l'époque, on avait, nous, des combats qui étaient essentiellement sectoriels, soit l'antinucléaire, soit le problème donc, pour une meilleure agriculture plus autonome, plus économe, mais on voyait mal et on avait de la difficulté à penser l'écologie en tant que nouveau paradigme politique.
Alors grâce à sa candidature, je pense que Dumont, qui avait une vision plus générale, non seulement planétaire des choses, mais en plus aussi dans de nombreux secteurs, a aidé donc à élargir à la fois au niveau géographique de toute la planète et au niveau du spectre d'intérêt des écolos. En nous disant, finalement, dans l'écologie politique, il n'y a pas que la défense de l'environnement, il n'y a pas que l'agriculture, il n'y a pas que le nucléaire, il y a aussi le social, il y a les exclus, il y a la dimension nord-sud, donc évidemment, puisqu'il est tiers-mondiste aussi, donc il y a la dimension économique, et tout ça a été assez ressenti, je crois, localement par les jeunes militants qu'on était. Alors, est-ce que vous êtes d'accord justement avec cette intrusion de la politique dans l'écologie? Est-ce que vous pensez qu'elle est nécessaire pour faire avancer? Maintenant, oui, bien entendu. Je crois que quand on a vu la difficulté, voire l'impossibilité, on peut dire conceptuelle, des partis classiques à introduire vraiment la problématique écologique dans leurs propositions politiques, on s'est dit, et ça a été justement le démarrage avec Dumont en 1974, il n'y a qu'une seule manière de faire, c'est renverser finalement la procédure, plutôt que d'essayer de croire que les partis classiques vont pouvoir récupérer vraiment l'essence du combat écolo. Eh bien, c'est les écologistes qui doivent porter le combat sur le terrain électoral et politique, et c'est ce qu'on fait depuis 15 ans, quoi, avec lui ou sans lui, mais enfin, c'est vraiment un compagnon de route des Verts, et je crois que c'est lui qui a un peu démarré justement cette possibilité de liaison entre la politique et l'écologie. Alors bien sûr, tous les problèmes ne sont pas résolus, je veux dire par là qu'on n'a pas encore, et je ne pense pas que ça soit forcément souhaitable, une espèce de théorie unifiée, n'est-ce pas, de l'écologie de la politique. Je ne suis pas sûr que d'ailleurs que ça puisse être souhaitable, parce que ce qui nous a expliqué aussi, je pense, le père Dumont, c'est qu'il y a une complexité qui est apportée par la pensée écolo. Les choses ne sont pas aussi linéaires qu'on le croit chez les économistes ou les politiciens classiques. Et donc, quand on touche à un facteur, on touche à tous les autres. Et cette pensée de la complexité fait que il n'est pas sûr qu'on puisse avoir une vision d'ensemble bien structurée, bien hiérarchisée des problèmes. Et qu'il faille plutôt appuyer ici, selon l'actualité finalement, sur les problèmes du tiers-monde, là sur les problèmes d'environnement, une autre fois sur les problèmes d'énergie, mais que la liaison entre tout ça, elle est évidente, enfin elle est de fait, mais elle n'est pas encore intellectualisée. Bon, est-ce qu'on y arrivera ou pas? Je pense que René Dumont, à travers ses bouquins, parce que non seulement c'est un militant de terrain, un militant politique, mais aussi c'est un écrivain finalement, et même très prolixe, en fait, on n'a pas le temps de terminer un de ses bouquins, qu'il en a déjà commencé ou avoir fini un autre. Grâce à ces bouquins, on a en tout cas vu les possibilités de liaison, par exemple, entre les mouvements ou les associations, qu'on peut dire d'environnement, défense de la nature, et puis les mouvements ou les associations, les ONG de développement, hein, c'est-à-dire les gens qui s'intéressent au tiers-monde. Alors lui, vraiment, a essayé de faire la liaison. Ce n'est pas encore tout à fait fait entre les différents mouvements, mais c'est vraiment quelqu'un qui a prôné la liaison, voire même la coopération, voire même la fusion entre les tiers-mondistes et les écolos, quoi. Et c'est en effet souhaitable, y compris politiquement. Alors justement, cet itinéraire de René Dumont, de l'agronomie au tiers-mondisme et maintenant à l'écologie, est-ce qu'elle vous semble logique pour devenir écologiste? Non, ce n'était pas du tout déterminé à l'avance le fait qu'en étant agronome puis tiers-mondiste, on devienne ensuite écologiste. La preuve en est, c'est que finalement Dumont est un cas presque unique. Enfin, il y en a quelques-uns, comme Alain Ruelland aussi, finalement, qui ont cette même démarche. Mais non, je crois que c'est dû à non seulement une compétence scientifique qu'il a depuis 80 ans, on pourrait dire, ou un peu moins quand même, mais aussi à une introspection personnelle, c'est-à-dire à sans arrêt interroger son propre métier. Il a participé dans les années 50 à ce qu'on a appelé la révolution verte, enfin la tentative de révolution verte dans le tiers-monde, c'est-à-dire comment faire pour augmenter de manière massive, avec des procédés, on peut dire, très technologiques, très industriels, la production agricole du tiers-monde, qui a été parfois un succès, mais quand même globalement un échec. Et il en a tiré les leçons. Je veux dire, c'est quelqu'un qui n'est pas simplement justement un technocrate, comme le sont la plupart, disons, des scientifiques à ce niveau-là, mais qui a dit, précisément parce qu'il y a des échecs auxquels il a participé, ou bien des échecs qu'il a vus en observant la réalité de terrain dans les nombreux pays qu'il a visités, eh bien de ces échecs, il faut essayer de les positiver, les transformer, et donc proposer d'autres solutions. Donc je crois que c'est un homme qui a cette capacité de sans arrêt, même maintenant, remettre en question ses propres convictions pour dire qu'il faut aller plus loin et voir s'il n'y a pas des jeunes mouvements, des nouvelles idées qui peuvent créer une alternative à ces échecs. Et donc je crois que c'est cette capacité d'autocritique qui a fait qu'il est passé d'abord du professorat de l'agro, quelque chose de très orthodoxe, très disons dans la norme, puis au tiers-mondisme, et au tiers-mondisme assez militant, puisque vous vous souvenez de quelle manière il a harangué, par exemple, les pays d'Afrique dans les années 60 avec un de ses premiers bouquins, L'Afrique noire est mal partie, et qui maintenant se trouve dramatiquement réalisé malheureusement.
et puis finalement à l'écologie qui représente un peu une vision globale quoi, de développement pour la planète, mais y compris pour ce qui se passe dans nos sociétés. Donc non, je crois que c'est quand même dû à sa personne, c'est principalement à cause de sa personne, de son être singulier, que ce n'est pas du tout déterminé à l'avance qu'un n'importe quel agronome, même se rendant compte de certains problèmes, allait avoir cet itinéraire fantastique. Alors, René Dumont, bien qu'il ait prôné l'intrusion, disons enfin la politisation de l'écologie, lui-même n'a jamais adhéré au vert. Oui. Comment vous l'expliquez ? Parce qu'il le dit aussi, bon, d'une part c'est un caractère tellement singulier qu'on voit bien que ce n'est pas un apparatchik, ce n'est pas un homme de parti, il ne s'intéresse pas trop au fonctionnement, ce qui l'intéresse c'est la dynamique des choses, ce n'est pas le côté un peu statique de l'appareil et des règlements. Bon ça il y a des gens qui sont faits comme ça, lui il est fait comme ça, il est fait pour être plutôt un baroudeur de l'environnement que réellement un homme du sérail. Bon, la deuxième chose, c'est qu'il a toujours eu, et il le dit encore maintenant, d'ailleurs il a écrit des bouquins qui s'appelaient Seule une écologie socialiste, enfin, il a toujours eu, j'allais dire, une double appartenance, une appartenance donc de scientifique et puis finalement d'écologiste, mais aussi une âme de gauche. Alors ça, c'est lié évidemment à son histoire personnelle, puisqu'il y raconte même que dans les années 20, il a failli adhérer au PC, qu'il a connu un petit peu la création, le congrès de Tours, etc. Il est resté un an au PS. Absolument. Avant le Parti socialiste. Voilà, donc il a beaucoup fréquenté dans les années 20, 30, etc. toute cette construction politique, même du mouvement ouvrier, du mouvement syndical, et forcément, je veux dire, pour cette période-là, c'est normal qu'on soit marqué par cette culture de gauche, et y compris jusque dans les 60 et 70. Alors nous, comme en tant que Verts, on refuse l'appartenance à un bloc, par exemple celui de la gauche, évidemment, ça lui posait un problème. Mais en plus, je pense que ce n'est pas un type qui doit appartenir à un parti. En fait, il est un peu au-dessus des partis, comme sont certains visionnaires. Parce qu'un visionnaire, c'est un type, c'est un aigle symphonique. Donc, ce n'est pas des types qui vont s'emmerder avec de la bureaucratie quotidienne, quoi. Et ce n'est pas pour ça qu'il est le meilleur. Il est le meilleur lorsqu'il nous emmerde en disant « vous n'allez pas assez loin, vous n'êtes pas assez radicaux, vous n'avez pas vu ça, vous ne voyez pas que le tiers-monde est en train de crever, vous ne voyez pas qu'il faut interdire de rouler en bagnole parce que le CO2 va bousiller la planète, trucs comme ça. » C'est vraiment son côté contestataire, non seulement par rapport aux institutions officielles, qu'on ne connaît pas, mais même par rapport à ses propres amis, et c'est là-dedans qu'il est le meilleur. Donc, moi, je comprends tout à fait sa démarche de ne pas appartenir à un parti qui serait ennuyeux pour lui, puisqu'il serait obligé là, de restreindre et de réfréner, de freiner sa parole. Ça serait quand même dommage de se priver de ça. Oui, parce que quelle place vous lui donnez dans le mouvement écologiste à René Dumont? Un penseur, justement, un précurseur, un maître à penser? Bon, maître à penser, vous savez, on hésite toujours parce que maintenant, on est toujours nous-mêmes un peu critiques vis-à-vis de l'orthodoxie, disons, de la fondation des partis hein, et des mouvements politiques. Non, je crois que comme certains autres écolos, bon, comme Cousteau et d'autres, comme Tazieff, il a fait partie de ces gens qui, bien avant les autres, et en tant que scientifiques, puisqu'ils ont tous un peu une origine scientifique, se sont dit la science, la technologie et finalement l'inscription industrielle des pays va produire des effets pervers qui vont être contraires même au développement qu'on poursuit. Bon. Simplement, lui, plus que les autres, n'a pas voulu s'institutionnaliser. Hein. On peut dire que Tazieff est passé au gouvernement, Cousteau a un rôle un petit peu d'éminence, il a une fondation, etc. Il a un caractère bon, de quelqu'un qui fait de l'information avec des films, etc., de bonne qualité. Dumont est resté, j'allais dire, toujours un homme de terrain et un militant de terrain qui harangue aussi bien les gens qu'il va voir en Afrique, en Asie ou ailleurs, que les militants politiques dans les pays comme les pays européens, pour essayer de... Alors, on ne peut pas le définir par un seul qualificatif, c'est à la fois un militant de terrain, un tiers-mondiste, un écologiste, un homme de gauche, au sens, on peut dire, métaphorique ou mythique du mot, et non pas au sens institutionnel, bien sûr. Donc c'est quelqu'un de multicritère, multifacette, mais moi je le définirais plus généralement comme un résistant de l'imaginaire, c'est-à-dire c'est précisément parce qu'il a une capacité à mobiliser l'imaginaire collectif des gens que c'est un magnifique résistant qui résiste à toutes les orthodoxies et le prêt-à-penser, donc un résistant à toutes les modes les plus bêtasses, et lui est prêt à avoir des positions ultra minoritaires dans la mesure où il pense que c'est juste, et finalement ça finit par l'être bien souvent, ce qu'il dit. Bon, naturellement, quelquefois il est excessif, hein, même par rapport à nous qui sommes pourtant, disons, des écologistes assez fermes, assez radicaux, on le trouve parfois excessif, mais c'est ça son rôle, je veux dire, c'est... voilà.
Alors vous justement, vous êtes un élu, vous êtes un parlementaire écologiste au Parlement européen. Est-ce qu'il y a des points sur lesquels vous êtes d'accord ou pas d'accord? Par exemple la démographie telle qu'en parle René Dumont. Est-ce que c'est un des thèmes? Oui, oui, non, là-dessus on est d'accord avec lui. Le problème démographique, non seulement dans les pays pauvres, parce que c'est vrai qu'on montre toujours les foules du tiers-monde affamées, le Bangladesh, l'Afrique, etc. Et c'est vrai qu'il y a une explosion démographique là, qu'il faut absolument essayer de maîtriser. Essentiellement, d'ailleurs, Dumont le dit lui-même, il faut faire bouffer les gens et les éduquer. Tant qu'il y a 1 milliard de personnes dont simplement le premier problème c'est la survie alimentaire, vous aurez beau dire tout ce que vous voudrez. Bon. Donc, ce milliard de personnes, il faut les nourrir et donc leur donner la possibilité qu'ils arrivent à se nourrir eux-mêmes. Et puis d'autre part, c'est par l'éducation et singulièrement, comme le dit Dumont lui-même, par l'éducation des femmes qu'on arrivera peut-être à contenir cette explosion démographique dans le tiers-monde. Mais ce qu'il dit aussi, et là on le rejoint, c'est qu'il y a un type d'explosion démographique, y compris dans les pays développés, les pays de l'OCDE, parce qu'il faut toujours multiplier le nombre absolu des gens par leur impact sur l'environnement. Or, l'impact sur l'environnement des citoyens du Nord, des pays riches, est beaucoup plus fort que celui des pays du Sud. Par exemple, en ce qui concerne les pollutions atmosphériques dues à l'effet de serre, c'est-à-dire en fait la combustion du pétrole, l'utilisation du pétrole. Là, on est beaucoup plus pollueurs que les gens du Sud. Donc je pense que sur le problème de la démographie, on est à peu près en accord. Sur le problème de l'effet de serre aussi, qui est un de ces problèmes, enfin qu'il met en avant actuellement, c'est également un accord qu'on a avec lui. Là où peut-être on a des désaccords politiques avec lui, c'est sur, on peut dire, la stratégie alors pour mettre en œuvre ces choses-là. Lui a des propositions très radicales. Par exemple, doubler le prix du pétrole. Nous, on n'est pas sûr que ça puisse se faire de manière aussi facile et douce dans les pays du Nord. Il faut sans doute le faire à terme, c'est-à-dire qu'il y a une augmentation progressive du prix du pétrole, mais que ça soit programmé sur 5 ou 10 ans et non pas quelque chose de brutal comme il le voudrait. C'est-à-dire que souvent, ces propositions sont des bonnes propositions d'orientation, ce n'est pas des propositions réalistes pour des mises en œuvre, disons, qui pourraient passer dans des lois ou des directives européennes. Alors, lorsque René Dumont s'est présenté aux élections, il avait remporté à peu près 1,3% des suffrages, je crois, à l'époque. En 1977, on en était à 10%. Maintenant, bon, l'écologie est installée dans la vie politique. Quelles sont les priorités maintenant, disons, de la politique écologiste dans le monde? Oui, alors il y a 3 problèmes. Au niveau mondial, nous, on pense qu'il y a 3 problèmes majeurs, enfin, au sens qu'il faudrait s'en occuper en priorité avant les autres. Même si ceux-là déclinent d'autres problèmes subsidiaires. Ces 3 problèmes, c'est le problème de la surpopulation, donc de l'explosion démographique, dont parle Dumont lui-même, le problème de l'effet de serre, qui est un problème vraiment typiquement mondial dans la mesure où l'atmosphère et son taux en CO2, quelle que soit l'origine des émissions, l'origine géographique, le taux en CO2 est le même partout. Et enfin, le problème de la prolifération nucléaire. Alors, dont René Dumont parle moins. Autant ça a été quelque chose qui a vraiment beaucoup marqué le mouvement écolo, qui au départ était surtout antinucléaire. Après, on a élargi un petit peu nos préoccupations. René Dumont en parle moins. Nous, on pense que c'est vraiment la prolifération nucléaire à la fois civile et militaire est un vrai problème et qui risque, à cause justement de cette prolifération, de poser un gros problème au niveau mondial. Bon, alors, à partir de ces 3 problèmes, il y a évidemment, en amont, on peut dire, de ces problèmes-là, on voit bien qu'il y a des problèmes comme la culture, comme l'éducation, comme l'alimentation, qui sont des problèmes qui participeraient, si on les résolvait, à la résolution des gros problèmes majeurs comme la surpopulation. Mais je crois que ces 3-là, qui sont des problèmes un peu nouveaux par rapport aux problèmes développementistes classiques, devraient être plus mis en avant. Nous, on fonde beaucoup d'espoir sur la conférence mondiale qui s'appelle Environnement et développement, qui aura lieu l'an prochain, enfin en 92, à Rio de Janeiro, pour essayer de mettre en avant ces 3 problèmes. Et elle sera tellement importante, cette conférence, qu'on espère qu'on pourra proposer même des procédures de solutions pour le XXIe siècle. Alors, un des thèmes aussi favoris de René Dumont, c'est le pacifisme. Les Verts ont pris dernièrement position très ferme contre la guerre du Golfe. Est-ce que sur ces thèmes-là, dans le mouvement écologiste, il y a une tendance justement au pacifisme? Les Verts en tant que tels ont été majoritairement
contre la guerre, et donc on a défilé avec d'autres, hein, on n'était pas les seuls bien entendu, et Dumont était avec nous. Cependant, il y a un débat qui, pour une partie de notre mouvement, a traversé sur, non pas le fait qu'il faille être contre la guerre du Golfe, mais de quelle manière doit-on concevoir une défense à un niveau français ou européen. Et je dis que le débat, disons, est encore un petit peu... il doit continuer à l'intérieur des Verts et des écolos, il n'est pas terminé. Certains parlent, et là c'est les relations qu'on a très souvent avec les mouvements alors strictement pacifistes, comme les gens pour le mouvement pour une alternative non violente, par exemple, les gens qui défendent ce qu'on appelle la défense civile non violente. Bon, certains d'entre nous y sont très favorables, d'autres se disent qu'une défense armée, non nucléaire, doit encore exister en France, voire en Europe. Donc le débat est encore à l'intérieur du mouvement écolo. Il n'est pas terminé. C'est sûr que là aussi, René Dumont est beaucoup plus radical, si vous voulez, que les politiques que nous essayons d'être, où on se dit, si un jour ou l'autre, on a vocation à participer à la gestion de l'exécutif français, par exemple, eh bien, il faudra qu'on ait, vis-à-vis du ministère de la Défense, du complexe militaro-industriel et de l'armée elle-même, une position qui pourrait être radicale, sera quand même en même temps réaliste. Et donc, qui ne pourra pas être d'un pacifisme total, au sens désarmons tout, et puis, etc. Donc, le débat continue. Je pense qu'il sera résolu avant l'an prochain, parce qu'il faudra qu'au moment des législatives, pour parler des échéances électorales des législatives de 93, on propose, au point de vue de la défense de la France et sans doute de l'Europe, disons, un ensemble de propositions qui soient à la fois radicales et réalistes, comme je le disais. Alors, dans les années 70, les écologistes étaient considérés comme des fantaisistes, des gens pas très sérieux. Est-ce que vous avez l'impression que ça a changé aujourd'hui? Ah, complètement. Moi, je rencontre beaucoup, évidemment, en tant que parlementaire, des collègues d'autres partis, du RPR, de l'UDF, du CDS, enfin, et des socialistes, des communistes, enfin bon. Et alors maintenant, on est accueillis à bras ouverts en disant « Ah, vous êtes écologiste, mais c'est très bien. » Les élus locaux, c'est la même chose. Ils ont besoin de nous pour voir comment gérer, par exemple, des problèmes de déchets. Non, les administrations, c'est pareil. Même les industriels disent « Écoutez, on a besoin de votre connaissance un peu du terrain et de vos relations avec la population pour savoir comment traiter certains problèmes d'environnement, parce qu'ils restreignent souvent l'écologie politique à l'environnement. » Alors c'est sûr que c'est quelque chose de très important pour nous. Nous, on en profite pour leur parler d'autres choses, par exemple du chômage ou du racisme, mais je crois qu'il y a au contraire un accueil assez facile et un dialogue assez facile avec la classe politique ou la classe industrielle ou l'appareil d'État actuellement, précisément parce que depuis 2-3 ans, il y a une reconnaissance à la fois du fait des écologistes, des Verts, et en même temps des problèmes écologiques, même si les propositions de solutions de la part des industriels ou des gouvernements actuels sont encore trop timides. Mais il y a un besoin de dialogue et je crois que ça, c'est une chose très très positive. Alors pour vous qui êtes breton, est-ce que vous avez l'impression que parmi les paysans bretons, par exemple, les écologistes sont bien perçus? Ben, pas par tous, bien entendu. Les gens, disons, du syndicat majoritaire, la FNSEA, enfin les F2SEA, sont assez critiques vis-à-vis de nos propositions de ce qu'on appelle une agriculture plus économe, plus autonome, plus respectueuse de l'environnement. Certains autres syndicats agricoles, comme la Confédération paysanne, au contraire, sont quasiment, disons, à la fois sur le côté environnemental et même sur le côté social, c'est-à-dire la manière dont les paysans doivent encore rester des artisans de la nature, non seulement du point de vue de l'agriculture, mais simplement comme des gens qui participent à l'animation d'un milieu rural. Avec eux, évidemment, on a plus de facilité à travailler. Mais globalement, non, évidemment, on a quelques oppositions. Par exemple, avec les éleveurs de porcs qui font de l'escalade dans le dimensionnement de leurs entreprises, donc qui passent il y a 3 fois plus de porcs en Bretagne qu'il y a d'habitants. Je veux dire, c'est quand même un peu inquiétant quand on voit comment un porc défèque, si vous permettez ce mot, c'est vraiment des problèmes de lisier et de gestion. Quand des gens veulent faire des unités de production de porc à 10 000 têtes, quand on voit des villages comme certains villages des Côtes du Nord, des Côtes d'Armor comme on dit maintenant, on les appelle les Côtes d'Armor, nous on les appelle les Côtes de Porc, hein, parce que vraiment, non mais c'est vrai, c'est une région où il y a énormément de porcs, où le village fait 350 habitants et puis il y a 5000 porcs sur la commune. Dans la mesure où les surfaces d'épandage ne sont pas suffisantes, bon, donc là on a un problème avec les producteurs de porc. Moins sur le fait qu'il faille produire du porc ou pas que la concentration, quoi. Il y a des taux de concentration d'animaux là qui font que les problèmes de pollution sont un peu inévitables. Et alors c'est la même chose avec les gens qui font des poulets,
ou bien avec les céréaliers, alors qu'ils sont moins nombreux en Bretagne, mais qui font de l'agriculture avec des intrants, c'est-à-dire des produits de l'extérieur qui sont beaucoup trop polluants et en plus qui en fait sont fabriqués avec beaucoup d'énergie à l'extérieur. Donc on pense que cette agriculture n'est ni économe ni écologique au sens de protection de la nature. Alors, il y a souvent un petit peu des heurts, mais je pense qu'il y a des nouvelles propositions qui sont faites actuellement par le commissaire européen de l'agriculture qui s'appelle le commissaire McSharry et qui propose que même pour la politique agricole commune, qui pourtant est un des fleurons de l'Europe, puisque ça nous bouffe quand même les 2/3 du budget du Parlement, enfin des communautés européennes, pardon, le commissaire McSharry a proposé de changer une des orientations fondamentales de la PAC, de la politique agricole commune, qui est non plus l'aide aux produits, c'est-à-dire en fait le soutien des cours, parce que l'agriculture en fait européenne, on peut dire est sous perfusion. Hein, heureusement qu'elle est ultra subventionnée, sinon on n'est pas sûr qu'elle serait aussi productive et rentable qu'elle le dit. Donc non plus aider les produits et soutenir les cours, mais aider les agriculteurs eux-mêmes. Et donc avec un côté plus social, y compris avec des critères de protection de l'environnement. Alors ceci nous semble une bonne base de discussion, mais qui est tout à fait refusée pour l'instant par la majorité, disons, des agriculteurs français. Bon, on espère que ça y aura un déblocage. Alors, vous qui voyez les choses, disons, du point de vue européen, est-ce que vous êtes plutôt optimiste? Parce que les écologistes, on les a souvent traités de catastrophistes, prévoyant des catastrophes. Bon, et vous qui êtes placé un peu au centre de l'Europe, comment vous voyez ça, l'évolution, disons, de la prise en compte de l'écologie, etc.? Oui, enfin, disons, moi je suis un pessimiste foncier qui fait de la politique pour être optimiste. Alors vous allez me dire qu'on pourrait plutôt, quand on fait de la politique, devenir de plus en plus pessimiste. Non, je crois que justement la vertu de la politique et de la rencontre des citoyens, des acteurs du changement, c'est qu'il y a quand même beaucoup de gens actuellement, à tous les niveaux, hein, au niveau européen, y compris parmi ce qu'on appelle les eurocrates de Bruxelles, qui sont tout à fait conscients que la construction européenne est un véritable enjeu pour les pays des 12 actuellement, mais au-delà, en fait, pour les pays de l'Europe de l'Ouest et même de l'Europe de l'Est, et qu'il ne faut pas louper ça. Et que l'acte unique et le grand marché de 93 ne seront pas suffisants pour faire une Europe qui soit prospère, ça veut dire qu'il soit saine dans toutes ses composantes, y compris d'un point de vue écologique et d'un point de vue social. Alors, c'est là qu'on dit qu'il y a un déficit écologique. Là, je pense qu'il y a même si l'acte unique a permis un saut quantitatif dans les directives européennes en matière de protection de la nature, on n'y est pas encore. Il y a un déficit social entre les régions les plus pauvres et les régions les plus riches de l'Europe, et qu'il s'agit de compenser, donc là aussi, par un surcroît d'activisme dans ce domaine, donc une charte sociale bien au-delà de celle qui a été proposée l'an dernier par le Conseil. Et enfin, un déficit démocratique, parce que c'est vrai que le Parlement européen, à part pour le budget, il est plutôt consultatif. Donc sur ces trois thèmes-là, en dehors donc, de l'union économique et monétaire et de l'union politique, pour laquelle on est plutôt favorable, on n'est pas contre l'union politique ou contre l'union économique et monétaire, mais on dit s'il n'y a que ça ne fera pas la vraie Europe. Et la vraie Europe, c'est lorsqu'il y a aussi l'union écologique, l'union sociale et puis l'union démocratique. Ça, on l'attend encore. Et un des rôles du groupe des Verts au Parlement européen est précisément de travailler sur ces domaines qui sont moins travaillés que l'union économique et monétaire ou l'union politique. Je vous remercie.